Et le second violon, moi en l'occurrence dans le quatuor Isaïe, que j'espère que certains d'entre vous viendront écouter, joue en général un tout petit peu plus dans ce qu'on appelle le médium, et puis le premier violon c'est la prima donna. Ça c'est l'esprit classique. Et Beethoven arrive, il est né en 1770, Mozart a 14 ans, Haydn a vécu plus longtemps, bien protégé qu'il était par la haute noblesse d'Autriche et de Hongrie d'ailleurs. Et lui, Beethoven, il arrive de Bonn, il est né à Bonn, il a un père qui le réveille au milieu de la nuit pour qu'il fasse ses exercices, ses gammes et tout ça. Il a une enfance extrêmement difficile et puis jeune, un peu après 20 ans, il arrive à Vienne parce que Vienne, voilà, c'était la capitale d'Empire et c'était le lieu de la musique à ce moment-là. Et bon, je passe, il écrit des quatuors. Il a entendu un cycle de 6 quatuors de Mozart et il écrit ce qu'on appelle les quatuors de la première période beethovenienne, et il y en aura 3. Entre 1798 et 1800. C'est quand même symboliquement incroyable. Sa première période, 6 quatuors, va représenter une forme d'aboutissement du classicisme. Il réutilise toutes les formes classiques. Et à ce moment-là, on peut déjà exprimer le sens dramatique, on peut exprimer le sens de la joie, de la danse, de l'énergie, de la virtuosité déjà. Mais très rapidement, Beethoven, ça ne va pas lui suffire. Et après avoir passé toute une première période avec les 2 premières symphonies, des sonates de piano, tout ça se passe à un moment où, j'allais dire, la technique musicale évolue. Et dans sa deuxième période, qui va être la période où il va introduire dans sa musique, déjà, tout en préservant les formes du style classique et des structures classiques, il va faire intervenir tous les concepts du romantisme, tout ce que les états d'âme, l'héroïsme, la grandeur, l'abandon, toutes ces notions humaines qui vont, j'allais dire, porter et permettre de se renouveler au genre musical. Donc toute cette seconde période, elle va être extraordinairement expressive. Il va repousser les limites instrumentales. Le quatuor Schuppanzig, qui était le quatuor à Vienne, qui a créé beaucoup, va lui dire mais c'est injouable, tout ça, et il s'énerve, et il leur dit mais pauvres idiots, si vous croyez que c'est pour vous que j'écris cette musique-là. Vous êtes des idiots, vous ne comprenez rien, j'écris pour les générations futures. C'est-à-dire que non seulement il était incompris, mais il avait conscience. Il avait conscience que probablement son génie, parce que par nature le génie est novateur, et par nature, s'il est novateur, eh ben nous, en temps réel, on est forcément derrière lui. Puis en 1811 jusqu'en 1817, il va connaître une dépression incroyable. Et il ne va pas écrire une note de musique pendant 5 ans, 6 ans. Enfermé dans sa surdité,
Imaginez, il écrit de la musique qu'il n'entend pas. Il n'entend pas au sens où il l'entend bien mieux que vous et moi, mais il ne l'entend pas. Et il ne peut pas écrire. Et dans ces années-là, c'est vraiment pas une partition ne sort. Quand même énorme. Et puis, il va rentrer dans une troisième période. Alors, il y avait 6 quatuors dans la première période, il y en avait 5 dans la seconde, 3 d'une même époque, et puis, un petit peu après, à quelques années d'intervalle, 2 quatuors isolés qui ne sont pas dans un cycle. Vous avez compris que Haydn, Mozart écrivaient des cycles. C'était la manière de 3 quatuors, de 6 quatuors. Il a imité ses prédécesseurs pour les opus 18. Il y a opus 18 numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis après, 3 opus 59, dédiés au comte Razumowski, où tout à coup, la virtuosité, le quatuor devient un quatuor orchestre, si je puis dire. Et il va vraiment affirmer son langage au point que c'est à se demander comment il peut passer dans un autre âge. Et puis après, il y a donc cette dépression, et il va écrire des partitions, dernières sonates de piano, hallucinantes. La 9e symphonie. Et puis, les 3e période d'écriture des quatuors, les derniers quatuors. Mais quand on dit les derniers quatuors, c'est vraiment les derniers parce qu'il a écrit 5 quatuors et il est mort. Les quatuors sont en plus un testament. Dans ces derniers quatuors, il y a des notions tellement modernes et tellement universelles qui vont apparaître. Il va plus vous raconter une histoire, aussi belle soit-elle, dramatique parfois, qui va vous donner qui va vous émouvoir ou qui va vous transporter. Mais tout à coup, il va rentrer dans l'homme, dans la matière. C'est-à-dire que tout à coup, c'est plus le sens de la musique ou la musique elle-même qui vous raconte une histoire dramatique, c'est la musique qui est dramatique, c'est le matériau musical qui devient dramatique. Et donc on arrive dans ces derniers quatuors à l'idée de la liberté ultime. Mais pour ça, et ça ne vous étonnera certainement pas, puisque vous êtes des êtres pensants, c'est que si vous voulez vraiment avoir un espace de liberté, il faut que la structure le permette. Dans la deuxième période, je vais parler des quatuors Razumowski, opus 59 par exemple, on va avoir un premier mouvement avec développé, je pourrais même faire comme ça, parce que il a de la densité et du point de vue du volume sonore, enfin il y a une volonté de grandeur dans ces beaucoup plus longs. En général, un mouvement de transition, ici, hors du mouvement lent, mais un mouvement de transition extrêmement brillant. Là, un très grand mouvement lent, réellement où le romantisme commence à apparaître, et puis un final. Après lui, Brahms, grand compositeur du romantisme allemand, dès qu'il va découvrir les quatuors de Beethoven, il va déchirer les 6 ou 7 quatuors qu'il a écrits avant, et il ne va plus y toucher pendant un moment, il ne peut plus. Il ne peut plus. Schumann, lui, est un pianiste virtuose, extrêmement expressif, qui utilise des formes libres, la fantaisie, dans lesquelles il est très... dit à sa femme Clara, si j'écris pas de quatuor, je ne serai pas reconnu comme un compositeur. Donc il attend, et puis il écoute les quatuors du romantique qui vient juste de précéder, Félix Mendelssohn, qui lui était un enfant prodige et qui, dès 17 ans, écrit un quatuor sur la forme du 15e quatuor. Le 15e quatuor, c'est quoi? C'est un premier mouvement, bon, je vous passe, petite introduction, assez monumental. Un mouvement ici, qui va se chevaucher, enfin, qui va être un mouvement où il ne va pas se passer grand-chose. Parce qu'il va inventer, et ça, je vais le lier à l'harmonie, mais surtout au rapport au temps en musique. On s'en parlera un petit peu.
il va inventer le suspense en musique. C'est-à-dire qu'il va pas se passer grand-chose, et on va se demander pourquoi. Puis on va dire, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, il va écrire un mouvement, 20 minutes, un adagio de 20 minutes, qui va être le sommet de ce qui va être une arche. Un tout petit mouvement de transition, tempo di marcia, tempo de marche, rien. Il écrit au début de ce mouvement lent, chant de reconnaissance à la divinité d'un convalescent. Il a été malade et la maladie l'a toujours accompagné depuis 20 ans maintenant pratiquement. Et il pensait qu'il allait mourir et puis il a survécu. Et il écrit un mouvement où la divinité est symbolisée par un choral d'une pureté absolue, alors que l'homme, lui, va chanter doucement. Et puis ça va alterner avec des mouvements où il dit, où il écrit avec une force nouvelle. Et ce mouvement, il va rester en suspens et puis il va terminer par un final. Et comme d'habitude, alors, pourquoi pas, petite introduction comme le récitatif, c'est-à-dire qu'il utilise encore une forme nouvelle. Qu'est-ce que vient faire un récitatif là-dedans? Après ce qu'il vient de nous raconter, le récitatif, c'était le moment de l'opéra où on disait l'histoire ponctuée par l'orchestre. Si vous avez entendu les opéras de Mozart, vous avez la forme typique des opéras où vous aurez des récitatifs, donc où la trame de l'histoire se développe, un petit récitatif, un final essoufflé, haletant, où on manque d'air en permanence, et puis, comme d'habitude chez lui, une coda, c'est-à-dire la fin, en italien et en musique, une fin complètement rédemptrice, où, malgré tout ce qu'il a pu vivre, malgré tout ce qu'il a voulu exprimer, de l'ordre de l'intime, du rapport à la mort, du rapport à la survie, du rapport à tout ça, il est dans la rédemption. Donc il invente une forme qui est une forme qu'on appellera une forme en arche. C'est hallucinant à ce moment-là. Il faut attendre, il faut réellement attendre Bartók, le compositeur hongrois qui écrit entre 1815 et 1849, 50. Pour trouver des choses comme ça. Il va inventer un quatuor, alors complètement hallucinant parce que il va inventer une forme qu'on n'a jamais vue. 14e quatuor, 43 minutes sans arrêt. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Là, il va faire un mouvement comme ça, qui est une fugue. On parlera un tout petit peu de la fugue rapidement à propos d'autres choses, mais c'est une fugue. La fugue, allez, c'est un canon. C'est pas tout à fait un canon parce que, voilà, chanter, il y a un sujet. Et puis l'autre prend le même sujet avec un autre ton. Et puis pendant ce temps-là, le premier joue un contre-sujet. Puis le troisième rentre avec le sujet. Et donc le deuxième et le premier jouent des contre-sujets différents. À l'infini, ça s'appelle le contrepoint, c'est-à-dire une forme que déjà Haydn et surtout Bach avaient, avec l'art de la fugue, avaient porté à, j'allais dire, déjà perfection, mais il va l'utiliser. Mais qu'est-ce qu'il va faire? La fugue, c'était souvent pour terminer, on terminait brillamment, la symphonie Jupiter de Mozart, les quatuors de Haydn, opus 20, opus 33, c'était comme ça. Une fugue lente, écrite, molto. Vous allez avoir la forme la plus structurée qui soit, la plus intellectuelle qui soit, qui va devenir la forme la plus expressive qui soit, dans son esprit. Donc, il fait ça, et là tout se chevauche, rien ne s'arrête. Un mouvement rapide, puisque cette fugue était lente, un microscopique mouvement de transition, un plateau long, le thème et variation, on comprend ce que c'est, un thème varié. C'est-à-dire on va prendre le même thème, et voilà, ça c'était une des formes du style classique, depuis Haydn, et surtout Mozart. Un long plateau, et puis
un scherzo, c'est-à-dire l'héritier du menuet, parce que vous savez, la musique on dansait, et que ça, y compris dans les formes les plus fondamentales de Beethoven, vous allez trouver un héritage de formes de musique quasi populaire. Un scherzo, un tout petit mouvement lent d'une expressivité à pleurer, et un final incroyable. Je vais même le dessiner comme ça, parce qu'il termine. Bon, donc qu'est-ce qu'on a? On a une ascension pendant 45 minutes sans discontinuer, des variétés de formes, évidemment très fortes, mais des structures d'une puissance incroyable pour pouvoir exprimer ce sens de l'intime. Mais quand je dis de l'intime, c'est de l'intériorité. Quand on, quand on parle de tension et de détente, en y repensant tout à l'heure, je me suis dit, mais notre corps humain, quand je fais ça, je fais un geste, il y a un muscle qui travaille, je le repose, il se tend, il se détend. On peut faire des gestes sublimes comme Federer, avec beaucoup de puissance, et avec énormément de puissance, avec l'impression d'une souplesse, d'une détente qui est vraiment extraordinaire. Donc, l'harmonie, c'est la tension, la détente. Et au fond, toute notre vie, c'est quoi? C'est des phases de sommeil, des phases d'hyperactivité, des phases moyennes, Donc ce qui peut paraître compliqué comme ça de prime abord, mais ça répond exactement aux notions fondamentales de notre vie, simplement. Être violoniste dans un quatuor et s'attaquer à l'Himalaya, un des Himalayas, on va dire, de l'écriture occidentale en musique, c'est une responsabilité qui me fait frémir, mais vous ne pouvez pas imaginer. Là, je commence à avoir des nuits de plus en plus agitées avant de refaire l'intégrale, on l'a déjà faite. Mais c'est une responsabilité, vous imaginez, là je suis en train de vous parler de quelqu'un qui, pour moi, au travers d'un langage particulier, mais est une forme de symbolise l'humanité, dans ce qu'elle a de plus grand et de plus élevé.